Il faut vraiment s'imaginer un instant plongé dans une machine à remonter le temps. La destination, c'est la période grouillante, bruyante et souvent très brutale qui s'étend de la Renaissance aux prémices de la Révolution industrielle. Disons entre 1500 et 1800, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on entreprend une formidable exploration pour arpenter les rues sales de deux villes rivales par excellence, Paris et Londres. Et notre mission pour cette plongée au cœur des sources historiques, c'est pas du tout de faire une simple leçon de droit morbide. Ah non, loin de là. L'idée est vraiment de faire de l'histoire culturelle, en s'appuyant sur le remarquable ouvrage de Pascal Bastien. Qui s'intitule Histoire de la peine de mort, bourreau et supplice, 1500-1800 au passage. Voilà. Et on va pas se contenter de lister bêtement des lois d'un autre âge. L'objectif, c'est d'observer à la loupe comment ces sociétés jugeaient, comment on y mourait sur l'échafaud. Et surtout, ce que cette mise en scène macabre nous révèle sur la psychologie profonde de ces deux capitales. C'est presque une psychanalyse de la ville à travers ses bourreaux, en fait. Exactement. Et c'est une démarche d'autant plus essentielle qu'il faut pas oublier une chose fondamentale. La justice en Occident, et plus largement la culture européenne, possède la peine de mort pour véritable fondement culturel. Ah oui, le lien avec la religion. Absolument. La civilisation chrétienne tout entière repose à l'origine sur une exécution capitale, celle du Christ. La religion naît littéralement d'une condamnation à mort publique. C'est un point de départ vertigineux quand on y pense. La croix, avant d'être le symbole religieux qu'on connaît, c'est un instrument de torture romain. C'est tout à fait ça. Et fort de ce constat, notre mission ici est de comprendre comment Londres et Paris, deux cités géographiquement si proches, seulement séparées par un bras de mer, ont pu développer au fil des siècles des visions de la vérité, du rôle de l'État et de la souffrance qui sont radicalement opposées. Parce que l'expérience de la mort judiciaire n'est pas du tout la même d'un côté à l'autre de la Manche. Pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait spontanément imaginer. Bon, décortiquons un peu tout ça. On ne peut pas comprendre la justice sans comprendre l'espace physique dans lequel elle s'exerce. Commençons par planter le décor londonien. Si on se fie aux gravures satiriques de William Hogarth ou aux écrits de Daniel Defoe, la capitale anglaise, c'est un véritable chaos expansif. C'est le mot juste. C'est une ville complètement tentaculaire. Même après la destruction quasi totale causée par le grand incendie de 1666, Londres n'a pas vraiment suivi de plan d'urbanisme rationnel. Elle a repoussé un peu n'importe comment. De manière très organique, oui, très désordonnée. Un monde de briques, constamment enfumé par le charbon, incroyablement bruyant, avec une circulation tout le temps congestionnée. Et le détail qui frappe quand on lit les sources, c'est l'absence de véritables forces de police centralisées. Oui, les Londoniens de l'époque s'en méfient comme de la peste. Pour eux, une police d'État, c'est l'outil typique des monarches absolus du continent, l'incarnation de la tyrannie pure. Du coup, ils s'appuient sur quoi ? Sur de simples constables non rémunérés, des citoyens qui font ça à tour de rôle, et des watchmen. Des gardes de nuit âgés et d'ailleurs souvent tournés en ridicule dans la culture populaire de l'époque. Ouais. Londres ressemble alors à une immense ruche désordonnée où l'idée même d'un État central tout-puissant est regardée avec une énorme suspicion. Et en face, le contraste géographique et mental avec Paris, c'est saisissant. Complètement. Si on traverse la Manche, Paris, c'est l'inverse. C'est une ville fondamentalement verticale. Corsetée dans ses murs, d'une densité de population étouffante. C'est un univers super bigarré où les hôtels particuliers les plus luxueux partagent les mêmes murs que les impasses les plus sordides. Et surtout, la mort fait véritablement partie du décor quotidien des Parisiens. Elle est omniprésente. Les archives nous racontent par exemple que les cadavres repêchés dans la Seine sont exposés publiquement à la morgue du Grand Châtelet. En plein cœur battant de la ville. Voilà, à 2 pas des boucheries et des tueries qui déversent littéralement le sang des bêtes sur les pavés parisiens. C'est un bloc empesté. Une proximité nauséabonde et permanente avec la chair, le sang et la mort. Mais sous l'œil vigilant d'une lieutenance générale de police qui, dès 1667, tente de pacifier, de nettoyer et de quadriller tout cet espace d'une main de fer. Ce qui nous amène naturellement à la façon dont on gère le crime dans ces deux fourmilières si différentes. À Londres, pour pallier ce manque criant de police dont on parlait, ils ont mis en place un arsenal législatif qui donne franchement le vertige. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est ce que les historiens ont baptisé le Bloody Code.
le fameux code sanglant. Le nom donne le ton. C'est ça. En Angleterre, le droit fonctionnait pas en définissant de grandes catégories philosophiques du crime. Le Parlement ajoutait continuellement, au cas par cas, de nouvelles infractions passibles de la potence. Les chiffres de l'ouvrage sont fous. On est passé d'environ 50 crimes capitaux à plus de 200 entre 1688 et 1820. Et la très grande majorité d'entre eux ne concernaient pas le meurtre. Ils visaient explicitement à protéger la propriété privée. L'exemple le plus croustillant tiré des archives, c'est celui d'un vol impliquant un enfant. Si quelqu'un enlevait un enfant, c'était considéré par la loi comme un délit mineur. Un simple délit mineur, d'accord. En revanche, si cette même personne volait les chaussures de cet enfant et que ces chaussures valaient plus un shilling, Alors là, c'était un crime capital. Direction la potence. C'est complètement surréaliste de s'imaginer que la vie d'un être humain valait littéralement moins qu'une paire de souliers en cuir. ça donne vraiment l'image d'une machine judiciaire aveugle qui broie les pauvres pour protéger les biens des riches. De loin, oui. C'est l'image que ça renvoie en effet, mais il faut fortement nuancer cette impression de boucherie légale interrompue. Si le code était effectivement sanglant sur le papier, la pratique sur le terrain était empreinte d'un immense pragmatisme. Comment ça? La justice anglaise utilisait massivement le pouvoir discrétionnaire des juges, et surtout la grâce royale. Ah, on commutait les peines. Énormément. On transformait des peines de mort en peines de déportation, d'abord vers les colonies américaines, puis plus tard vers l'Australie. La justice pénale n'était donc pas une machine d'extermination à l'aveugle. Non, c'était plutôt un outil extrêmement sophistiqué d'intimidation et de contrôle social. L'incertitude pour l'accusé résidait pas tant dans la condamnation, qui était inévitable si on avait volé ces fameuses chaussures, mais dans l'obtention d'une grâce. Ce qui fait que l'élite dirigeante pouvait se montrer clémente, miséricordieuse, et ainsi asseoir son autorité, pas seulement par la terreur, mais par la gratitude. C'est très malin politiquement. Et ça nous offre une transition toute trouvée pour pénétrer à l'intérieur même des tribunaux, là où se fabrique la vérité. C'est là que l'opposition entre Londres et Paris devient visuelle, presque palpable. Imaginons un instant Old Bailey, la cour d'assises de Londres. C'est le royaume de la justice horizontale, publique, orale. Et le rythme est frénétique. Les observateurs de l'époque parlent de procès expéditifs qui durent en moyenne une demi-heure. Une demi-heure pour un procès criminel? Les magistrats pouvaient enchaîner 15 à 20 procès dans la même journée. Pour simplifier, à Londres, le procès ressemble presque à un match de boxe. Il y a deux parties qui s'affrontent publiquement, au milieu du ring, l'accusation et la défense, et le juge n'est pas là pour mener l'enquête, il n'est que l'arbitre du match. Il veille au respect des règles de la common law. Et à la fin, il résume l'affaire. Mais celui qui décide du vainqueur, celui qui détient la vérité, c'est le jury, issu de la communauté citoyenne. Cette procédure accusatoire est fondamentale pour comprendre la mentalité anglaise. La justice est une affaire entre citoyens. L'État arbitre, mais la société juge. Et ce système engendre des situations juridiques totalement impensables sur le continent, notamment lorsqu'un rouage de la machine se bloque. Oui, l'ouvrage de Pascal Bastien raconte une pratique londonienne absolument glaçante, digne d'un film d'horreur psychologique. Le rituel de la peine forte et dure. C'est terrifiant. Concrètement, face au tribunal, la première étape exige que l'accusé plaide. Il doit dire coupable ou non coupable. Mais qu'est-ce passe-t-il s'il reste muet? S'il refuse catégoriquement de prononcer ce seul mot? Le système anglais peut tout simplement pas le juger. Sans plaidoyer, le procès peut pas s'ouvrir. Alors pour le forcer à parler, on le soumet à la fameuse peine forte et dure. On l'allonge par terre, en croix, à même le sol de la prison, et on place des poids en fer ou des pierres sur sa poitrine. Et de demi-heure en demi-heure, on augmente la charge. Parfois jusqu'à 225 kilos. Jusqu'à ce qu'il accepte d'ouvrir la bouche, ou bien qu'il meure littéralement écrasé sous le poids. La question évidente qui vient à l'esprit pour notre auditoire, c'est pourquoi quelqu'un de sain d'esprit accepterait de mourir d'une lente agonie d'étouffement au lieu de simplement dire non coupable pour tenter sa chance au procès? Parce que mourir écrasé sous la presse n'était pas considéré, juridiquement parlant, comme une condamnation capitale. Ah. En refusant de plaider jusqu'à la mort, l'accusé empêchait le procès d'avoir lieu. Or, une condamnation pour un crime grave entraînait automatiquement la confiscation de l'intégralité des biens matériels du condamné au profit exclusif de la couronne, ce qui laissait sa veuve et ses enfants totalement ruinés. C'est incroyable. En acceptant cette torture de la presse, le prévenu échappait au verdict légal. Il conservait donc la propriété de ses biens et protégeait l'héritage de sa famille. C'est un acte de résistance ultime. C'est l'individu qui utilise son propre corps pour bloquer la machine de l'État et sauver les siens.
Ça en dit long sur cette méfiance anglaise envers le pouvoir central dont on parlait plus tôt. Exactement. C'est un sacrifice d'une violence inouïe. Maintenant, prenons le bateau, traversons la Manche et entrons au Grand Châtelet à Paris. Oubliez la foule bruyante, la rapidité, le ring de boxe et l'oralité d'Old Bailey. À Paris, c'est le triomphe absolu de la justice verticale, la procédure inquisitoire. Tout se déroule dans le secret le plus total. Les portes sont closes, tout est consigné par écrit par des greffiers. Il n'y a pas de public, pas de jury, pas de débat citoyen. Pour reprendre notre analogie, le juge français n'est pas un arbitre. Il travaille seul, dans l'ombre. Il est à la fois l'enquêteur qui rassemble les preuves, l'accusateur et celui qui rend la sentence. Et symboliquement, le poids qui pèse sur les épaules de ce juge français est écrasant. Il n'incarne pas la communauté, il représente le roi, qui lui-même détient son pouvoir directement de Dieu. C'est lourd à porter. La justice royale a une dimension proprement sacrée. Puisque l'État remplace la victime et se saisit de l'affaire en son nom propre, le juge a le devoir de découvrir la vérité absolue. Il ne peut pas se contenter de probabilités. Pour envoyer un homme à la mort, il lui faut une preuve parfaite. Et c'est justement cette quête obsessionnelle, presque théologique, de la preuve parfaite qui mène inexorablement vers les salles de torture du sous-sol, ce qu'on appelait pudiquement la question. Oui, parce que pour le juge français, la seule chose qui puisse sceller une preuve parfaite, la reine des preuves, comme on disait, c'est l'aveu de l'accusé lui-même. C'est fou. C'est le paradoxe tragique de la rationalité continentale. Pour atteindre cette certitude absolue requise pour condamner, le système exigeait que le criminel valide sa propre sentence par l'aveu, quitte à lui disloquer les membres pour l'obtenir. À l'inverse, l'Angleterre s'enorgueillissait de ne jamais recourir à la torture judiciaire. À l'exception, il faut le préciser, de très rares cas de haute trahison politique envers le monarque. Mais pour les crimes de droit commun, dans un système de common law basé sur un jury populaire, torturer un homme pour lui arracher un oui n'avait aucune logique procédurale. Le système anglais cherche à convaincre un jury de citoyens. Le système français cherche à arracher la vérité absolue pour satisfaire la conscience du représentant de Dieu. C'est fascinant de voir à quel point ces deux mécaniques dessinent des chemins totalement différents vers l'échafaud. Deux chemins très distincts. Une fois cette vérité établie, par le jury ou par l'aveu, la justice secrète des tribunaux doit se transformer en spectacle public. C'est l'heure de l'exécution géographique. Tyburn d'un côté, la place de Grève de l'autre. Le rituel londonien est sans doute l'un des plus impressionnants de l'époque. Le fameux arbre de Tyburn, qui se situait à peu près là où se trouve Marble Arch aujourd'hui, bien à l'écart du centre de la ville de l'époque. Un gibet monumental, en forme de triangle, conçu pour pouvoir pendre jusqu'à 24 personnes simultanément. C'est énorme. La source précise d'ailleurs qu'il y avait environ 8 jours d'exécution par an, rythmés par le calendrier des sessions d'Old Bailey. Et ces jours-là, c'était des véritables jours chômés pour la population. Des jours de foire, où la foule se massait par milliers le long du trajet. La théâtralité de Londres repose sur l'idée d'une exemplarité par la honte. La pendaison, au bout d'une corde, était le châtiment standard, le grand niveleur appliqué à l'immense majorité des voleurs et des meurtriers, exécutés par charrette entière. On réservait des supplices plus complexes que pour des crimes menaçant l'ordre même du royaume, c'est ça, hein? Exactement. Comme le bûcher pour les femmes coupables de haute trahison ou de fausse monnaie. Le livre explique d'ailleurs que c'était par une sorte de décence morbide. Décence morbide, oui. Il était jugé inconvenant d'exhiber le corps d'une femme se débattant au bout d'une corde avec les jupes qui se soulèvent. Et pour les hommes, coupables de haute trahison envers la couronne, comme le célèbre Guy Fawkes, c'était le redoutable hanged, drawn and quartered. La pendaison suivie de l'écartèlement. Mais ça restait l'exception anglaise. Car lorsqu'on regarde Paris, la fameuse place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, on découvre un arsenal pénal non seulement effroyable, mais surtout extrêmement codifié socialement. Ce n'est pas l'exécution de masse standardisée de Tyburn. La justice royale française fait dans le sur-mesure. C'est un reflet glaçant de la société de caste de l'Ancien Régime. Le châtiment reflète exactement le statut social du condamné et la nature précise de son crime. La corde vulgaire est réservée aux roturiers. La décapitation à l'épée, fulgurante et considérée comme sans infamie, est un privilège exclusif de l'aristocratie. Le feu purificateur du bûcher est allumé pour l'hérésie, la magie ou la sodomie. Et enfin, le supplice le plus redouté, la terrible roue,
est réservé aux assassins et aux brigands de grand chemin. Le condamné est attaché sur une croix de Saint-André et le bourreau lui brise les membres à coups de lourdes barres de fer, avant de l'exposer sur une roue de carrosse face au ciel. Et c'est précisément autour de cette roue que se révèle une des découvertes les plus captivantes de ces sources historiques. Pendant très longtemps, la philosophie moderne, notamment sous l'influence du célèbre ouvrage Surveiller et punir de Michel Foucault, a vu dans ces supplices la marque d'un État tout-puissant, Cruel et profondément sadique. qui jouit d'inscrire sa force dans la chair hurlante de ses sujets. On pourrait tout à fait s'arrêter là et voir l'État d'Ancien Régime comme un monstre assoiffé de sang. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La lecture attentive des arrêts originaux du Parlement de Paris et du Châtelet montre une réalité beaucoup plus nuancée. Les archives révèlent l'existence d'une pratique secrète, le retentum. Le fameux retentum. C'est une clause de clémence dissimulée. C'est fou de se dire ça. Imaginez la scène, en place publique devant une foule avide de sensations fortes. Le greffier lit la sentence à voix haute. Il ordonne que l'assassin soit brisé vif à coups de barre de fer et laissé agonisant sur la roue tant qu'il plaira à Dieu de lui conserver la vie. Ce qui pouvait prendre des jours. C'est la terreur absolue, l'exemplarité pure pour dissuader la foule. Mais en secret, au bas du parchemin original que seul le bourreau lit, les magistrats glissaient ce fameux retentum, un ordre formel obligeant l'exécuteur à étrangler discrètement le condamné avec une cordelette juste avant ou pendant les tout premiers coups. Ce petit détail manuscrit bouleverse complètement notre lecture de Foucault. Les magistrats français n'étaient pas des sadiques cherchant la douleur infinie. Il cherchait un équilibre extrêmement subtil et pragmatique. D'un côté, il fallait offrir aux spectateurs l'image effroyable de la destruction d'un corps, pour répondre à l'impératif politique de la vengeance d'État. Mais d'un autre côté, dans le secret de leur conscience d'hommes et de chrétiens, ces juges exerçaient une clémence cachée en abrégeant la souffrance physique réelle. L'intensité dramatique était pour la foule. La durée écourpée de l'agonie était pour la conscience du juge. C'est l'illusion théâtrale poussée à son paroxysme. Et le chef d'orchestre de toute cette mise en scène complexe, le technicien indispensable de l'ombre, ce n'est autre que le bourreau, ce qui nous permet d'aborder la figure même de l'exécuteur, qui est un paradoxe culturel ambulant. L'auteur des sources souligne d'ailleurs une évolution visuelle frappante quand on observe l'art médiéval. C'est un détail fascinant de l'histoire de l'art. Dans les enluminures ou les peintures religieuses du Moyen-Âge, les bourreaux qui torturent le Christ ou les saints martyrs sont toujours représentés sous des traits repoussants, grimaçants, quasi bestiaux. L'incarnation visuelle du mal. Mais au fil des siècles, lorsqu'on commence à représenter la justice du roi, le bourreau royal est peint avec les traits calmes, neutres et ordinaires d'un bon artisan accomplissant son labeur. Ce renversement d'image est une véritable révolution idéologique. Pour que la justice humaine, autrefois perçue comme persécutrice, devienne la justice divine et légitime du monarque, il fallait absolument dédiaboliser celui qui manie l'épée ou la barre de fer. Le bourreau devient l'instrument légitime de Dieu sur terre. Et pourtant, c'est là qu'intervient le paradoxe social, particulièrement à Paris. D'un côté, le bourreau parisien est un officier du roi. C'est un rouage institutionnel vital, sans lequel l'État ne peut pas fonctionner. Mais de l'autre, il est frappé d'une ignominie totale, une tache indélébile. Louis-Sébastien Mercier, l'un des plus grands chroniqueurs de la vie parisienne au XVIIIe siècle, n'hésitait pas à le qualifier de « dernier des citoyens ». Le dernier des citoyens. Le bourreau était évité dans la rue, on refusait de manger à sa table, ses enfants ne pouvaient se marier qu'avec des enfants d'autres bourreaux de province. C'était un intouchable. Alors qu'à Londres, la situation était bien plus prosaïque. Le fameux hangman, comme Jack Ketch, dont le nom est entré dans la culture populaire anglaise, n'était qu'un simple contractuel, un délégué du shérif. Il faisait un sale boulot, certes, mais il n'était pas écrasé par cette aura mystico-religieuse. Ni par cette infamie institutionnalisée qui isolait totalement ses homologues parisiens. Et ça nous amène à quoi au final ? Si l'on relie ça à une vision plus globale de la société, le rôle du bourreau parisien est extraordinairement révélateur de la manière dont une culture gère le poids psychologique de la violence légitime. La justice enquête, le juge prononce le mot de la mort, la foule se rassemble pour réclamer le sang de l'assassin, mais au final, un seul homme physique doit accomplir l'acte mécanique de tuer un de ses semblables. C'est ça. Le bourreau agit finalement comme un paratonnerre moral pour la conscience collective de la ville. Ah, un paratonnerre moral. L'expression est forte.
Par son infamie même, par sa mise au ban de la société civile, le bourreau absorbait à lui seul toute la souillure liée à l'effusion de sang. C'est précisément le fait de le rejeter et de le mépriser qui permettait aux juges en Rebrouge et au reste de la population de garder les mains propres et de dormir tranquilles. Persuadés que la violence cruelle appartenait aux bourreaux et non à eux-mêmes. Exactement. Quelle mécanique sociale redoutable. En arrivant au terme de cette exploration temporelle, que peut retenir notre public de ces heures sombres de Paris et de Londres? Avant tout, que l'histoire des supplices n'est jamais juste un catalogue poussiéreux de cruauté d'un autre temps. C'est un miroir extraordinairement précis des angoisses et des valeurs d'une époque. On a vu d'un côté l'horizontalité anglaise, qui valorise l'arbitrage, le débat citoyen et le rôle du jury face à un État dont on se méfie perpétuellement, et de l'autre, la verticalité française, obsédée par le monopole de la preuve parfaite, travaillant dans le secret pour servir un monarque de droit divin. Ces rituels sanglants, de la presse écrasante à la roue du rétentum, n'étaient au fond que le langage brut par lequel ces sociétés exprimaient leur propre conception de l'ordre du monde. C'est fascinant. Et cette réflexion nous amène à une pensée finale. Une perspective qui prolonge l'analyse de nos sources pour éclairer notre époque. Vas-y, je t'écoute. L'abandon progressif de toutes ces exécutions publiques, grandioses et théâtrales, qui s'est opéré entre la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, a très souvent été célébré par les historiens et les sociologues. Je pense notamment à Norbert Elias. Oui, le processus de civilisation des mœurs. Comme le grand triomphe d'un processus de civilisation. Voilà. L'idée générale serait que la société, en s'éduquant, serait devenue trop sensible, trop raffinée moralement, pour supporter l'odeur du sang et la vue du gibet. C'est le récit classique du progrès humain. On serait devenu plus doux. Voilà. Mais, à la lumière de ce qu'on vient de voir, on est en droit de formuler une hypothèse beaucoup plus dérangeante. Et si le fait de retirer ces punitions corporelles de la place publique, pour finalement cacher la sanction pénale derrière les immenses murs opaques des prisons modernes, n'était pas du tout le symptôme d'une société plus humaniste? Et si c'était autre chose? Et si, au contraire, ça révélait l'émergence d'une société devenue psychologiquement incapable d'assumer visuellement la violence étatique, qu'elle continue pourtant de réclamer en sourdine. Hier, la société confia la violence à un bourreau intouchable pour se sentir pur. Aujourd'hui, on confie la privation de liberté à des bâtiments isolés, à l'écart des villes. On ferme les yeux, en somme. C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête lorsqu'on repense à l'invisibilité et au confort moral de notre propre système pénal contemporain. Sommes-nous moins violents ou simplement moins capables de regarder notre justice en face? Une vraie claque philosophique pour clore notre analyse. C'est ce qui rend l'étude de ces pratiques anciennes si pertinente aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire de nous avoir rejoints pour cette longue et riche exploration en profondeur des rues froides de Londres et de Paris. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de sources toujours plus surprenantes. Gardez cette curiosité bien éveillée.